Salut tout le monde, c'est Aloïmé, l'épisode 9 de Shaman King vient de sortir, donc c'est parti pour une review. Alerte au spoil, comme d'habitude, si tu ne connais pas Shaman King, si tu n'as pas vu l'épisode, fuis. Et je mets ça un peu en guise de teaser, mais j'ai fait une petite révélation que je vais vous partager dans la partie review, donc j'espère que vous irez jusque là. Mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup. Alors je suis désolée, je sais que les vidéos elles sortent pas très régulièrement et que j'ai pris déjà du retard. Ce qui se passe c'est que j'ai eu soit beaucoup de travail avec l'école, en plus je me suis fait vacciner et j'ai eu des effets secondaires où clairement j'étais capoute, et d'ailleurs quand je tourne cette vidéo je sens que j'ai la fièvre qui remonte et je vais faire ça vite pour pouvoir aller faire une sieste, voilà. Et mais bon, quand ça ira mieux en tout cas je vais essayer de rattraper mon retard et j'ai même commencé à écrire d'autres vidéos sur d'autres thématiques, donc j'aimerais bien pouvoir les tourner et les monter, donc voilà, souhaitez-moi bonne chance. On l'a attendu, le voilà, enfin l'affrontement entre Ren et Yo. Donc on commence cet épisode quelque part en Chine, on voit Jun qui tient tête à son père Tao En, et ça pue déjà. On apprend que la famille Tao c'était une famille de chamans très puissante dans le passé, mais ils ont été trahis et exilés et aujourd'hui ils ne cherchent qu'à se venger et à restaurer la puissance familiale. Tao En est déçu que Jun n'ait pas réussi réellement à aider Hélène jusque-là et il lui demande une dernière fois d'évincer tous les obstacles qui se dresseront entre Ren et le trône du Shaman King. Du côté des patchs, on voit Goldva qui demande à Sylva de devenir responsable de Ren, de la manière qu'il est responsable de Yo. Parce que justement, à force d'être du côté de Yo, il est plus trop impartial. Or, il se doit absolument d'être impartial, et donc pour honorer la mémoire de Chrome, c'est lui qui va être en charge de Ren. Ren qui a tué Chrome. Chrome qui était le pote de Sylva. Pendant ce temps, Yo est en attente de l'arrivée de Ren pour débuter leur combat. Ça y est, on y est, c'est le moment fatidique, ça va se tape. Et ce dernier arrive plus motivé que jamais, cependant, il admet quand même que Yo est une réelle menace pour lui, il reconnaît sa valeur, et c'est donc pour ça qu'il va le tuer aujourd'hui pendant leur combat. Comme ça, voilà, c'est fait. Il a un problème ce gosse quand même un peu. Mais Yo aussi est déterminé à ne pas perdre. Rappelons que Yo a perdu un premier combat contre Faust et que s'il perd une nouvelle fois, il sera disqualifié. Voilà, donc il est pas chaud pour perdre. Il est chaud pour gagner. À côté de ça, on a Bazon et Amidamaru qui se cherchent des poux littéralement comme des gros gamins. Eux aussi, ils sont impatients de pouvoir s'affronter. Et au moment où les provocations, on va dire, commencent, la cloche oracle sonne le début du combat et c'est parti. Ce combat, il est très intense, il est très dynamique, mais il faut savoir que Yo et Ren ne partent pas sur un même pied d'égalité, puisque Ren a plus de Fuyoku que Yo, et donc ça lui donne un peu l'avantage, en tout cas au début du combat. Cependant, Yo a appris de ses précédentes erreurs, il a aussi appris de son entraînement, et donc il est calme, il maîtrise très bien son Fuyoku, et volontairement, il décide de ne pas repousser ses limites, et de faire avec ce qu'il a, avec ce qu'il connaît et ce qu'il maîtrise, et justement de ne pas refaire les erreurs qu'il a fait pendant le combat contre Faust. Là où Ren, lui, est vraiment dans une démonstration de puissance avec des énormes oversouls, qui sont certes ultra badass, mais qui du coup consomment pas mal. Du coup, Yo tient tête assez facilement à Ren, ce qui pousse dans ses derniers retranchements, et c'est là qu'il fait appel à un deuxième fantôme, qui est le fantôme du cheval de Bazon qu'il avait à l'époque, et donc il crée un double oversoul en mettant le cheval de Bazon dans son cheval, et puis Bazon dans sa lance comme d'habitude. Et on sent l'attaque finale, et parce que bien évidemment c'est le moment de l'attaque finale, il va cramer tout ce qu'il a pour faire son double oversoul et péter la gueule de Yo, sauf que Yo il est en mode « Non, je ne perdrai pas !» et du coup il donne tout ce qu'il a pour parer l'attaque de Ren, et en fait on sait pas ce qui se passe.
Le combat s'achève, Ren pense avoir perdu, et il tient un monologue en mode j'ai perdu, je suis trop dark, enfin voilà, il fait son dark Sasuke et Yo en fait se retourne, mais en fait, c'est-à-dire que en fait moi non plus j'ai plus de Furyoko, donc bien évidemment Sylva arrive très vite et leur annonce qu'en fait ils ont été vraiment, ils ont perdu leurs Oversoul en même temps, qu'ils sont donc à égalité, et donc pour savoir s'ils vont être qualifiés, ce n'est pas à lui de décider, c'est à Goldva. Et au moment même où il dit ça, Goldva est là et débarque avec tous les autres organisateurs et il leur annonce que la volonté du Great Spirit c'est qu'ils soient qualifiés tous les deux, puisqu'ils ont quand même eu une victoire chacun et une égalité, donc ils sont qualifiés pour la deuxième manche du tournoi des chamans. Alors, comme j'ai plein de choses à dire dans cet épisode, je vais commencer par le truc qui n'a rien à voir avec cet épisode. Voilà, c'est le truc dont je vous parlais en intro. J'ai fait quelques petites recherches et j'ai peut-être découvert un petit truc. Je vais vous en parler, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. En fait, dans une de mes vidéos, il y a quelques temps, j'avais dit « Ah tiens, c'est marrant, Amidamaru, quand il retrouve Mosuke, il l'appelle Usoda Tonkachi ». Je fais un aparté sur le fait qu'Amidamaru appelle Mosuke Usoda Tonkachi, et si tu regardes Naruto en VOSTFR, et bah tu auras remarqué que c'est exactement comme ça que Sasuke appelle Naruto. J'avais dit dans cette vidéo que c'était peut-être un clin d'œil à Naruto, puisque c'est la manière dont Sasuke appelle Naruto. Sauf qu'en fait, je me suis dit peut-être que c'est pas que un clin d'œil du remake, en fait peut-être que ça existait déjà dans les mangas. Donc je me suis renseignée auprès d'une amie qui, elle, a les mangas en japonais, et je lui ai demandé si donc dans la version papier japonaise, ce terme apparaissait. Il se trouve que oui, ce terme était vraiment présent dans les mangas de Shaman King, donc dans les chapitres qui sont sortis. Sauf que le chapitre en question a été publié entre avril et juillet 99. Le premier chapitre de Naruto n'est sorti qu'en septembre 99, et la plupart après est sorti dans les années 2000. Donc, ce terme, qui en fait je pensais être à l'origine un terme issu de Naruto, bah en fait, pas du tout. C'est un terme qui, en tout cas, est apparu dans Shaman King en premier. Alors peut-être qu'il est apparu dans d'autres œuvres encore avant, et je sais pas lesquelles, mais si vous savez d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, c'est clairement pas Naruto qui l'a sorti en premier. Tous les gens qui disent que c'est une invention de Kishimoto, déjà vous pouvez leur dire que c'est faux. Maintenant il se trouve que ce terme, en fait, dans la langue japonaise, il existe, c'est pas qu'il veut rien dire, mais il n'existe pas, c'est pas du tout un terme couramment employé. Et moi je pense que comme Takei et Kishimoto sont des auteurs du Jump à l'époque, donc ils sont chez Shueisha, on peut supposer qu'ils se connaissaient, qu'ils étaient potes, et moi je vois ça comme un délire entre potes. Tu sais, quand t'as ce délire avec ton pote, vous avez des codes, il y a que vous qui comprenez, c'est utilisé par personne d'autre. Bah, je pense que ça, à mon avis, il y a moyen que ce soit un... tu vois, un truc entre les auteurs, et je serais vraiment curieuse de savoir si c'est réellement le cas. Je suis assez fière de ma petite découverte, et bah voilà, fun fact, Usoda Tonkachi s'est sorti d'abord dans Shaman King. Bon, pour revenir à cet épisode, on va commencer cette review avec la scène du panda qui n'a pas été censurée, et je pense que j'aurais aimé qu'il la censure, parce qu'elle est quand même vachement violente, et bon, ça prouve quand même que l'anime de 2021 est clairement plus proche du manga, puisque cette scène existe dans le manga, et pour le coup, on sent que cet anime va être bien plus sombre et bien plus sérieux que la Pulette, l'animé de 2001. Et déjà, je sais pas vous, mais moi j'ai déjà l'impression que je regarde plus le même animé. Mais vraiment, ça fait 2-3 épisodes où je me dis non, on regarde plus la même chose là, c'est... Ensuite, il y a une scène où on voit Ororo et Pirika dans une espèce de salle où ils regardent le combat contre Yo et Eren, et en fait c'est pas du tout bien expliqué dans l'épisode, c'est beaucoup plus complet dans le manga, parce qu'en fait toi, tu te demandes dans l'anime qu'est-ce qu'ils foutent là, en plus il y a Faust, il y a voir d'autres gens, tu sais, genre tu sais pas trop où ils sont. Donc je vais vous expliquer. En fait, il se trouve que le combat entre Yo et Eren, c'est le dernier match de cette première manche, et donc il y a une cérémonie qui est amenée à se préparer, qu'on verra dans l'épisode prochain, et donc dans laquelle tous les gagnants en fait de la première manche sont réunis. C'est pour ça que Oro est présent, c'est pour ça que Faust est présent, parce qu'ils sont qualifiés
pour la deuxième manche du tournoi. Ce qu'on ne voit pas dans cette scène, c'est qu'en fait, ça te tease dans le manga tous les autres participants qualifiés et qui entre autres vont être des protagonistes hyper importants pour le deuxième manche du tournoi. C'est-à-dire que normalement tu aperçois les Gandala, même si tu sais pas encore qui c'est, etc. Tu aperçois les Hanagumi, tu aperçois les Zen Brothers et tu l'aperçois lui. Et tu sais de qui je parle. Et si tu sais pas de qui je parle, c'est que t'as rien compris à Shaman King, mais il est là. Et normalement tu le vois, il est dans le fond et il dit 2 phrases et il dit juste qu'en gros le combat entre Yo et Ellen va avoir une importance capitale et que les 2 personnages vont avoir une importance capitale pour la suite de l'anime, ce qui est complètement vrai. Et tu le vois pas trop, il est dans l'ombre, il est trop classe et tout. Et là on le voit pas du tout. On voit pas les Gandala, on voit pas les Hana... Pourquoi? Choquée et déçue, j'abandonne Shaman King. Non, c'est faux. Bref, rendez-moi un haut quoi. Ah, purée, je m'en remettrai jamais, je pense. Enfin voilà, donc cette scène-là n'existe pas, évidemment, du coup on te tease tous les personnages un peu importants dès l'épisode prochain jusqu'à tome 34, quoi, voilà. On a aussi dans cet épisode une notion de philosophie qui est assez contraire à ce qui se passe d'habitude dans les shonen. C'est-à-dire que souvent dans les shonen, le héros est toujours en train de repousser ses limites, est toujours en train de dire il faut que je me dépasse. Tu vois, il y a vraiment cette notion du dépassement de soi qui n'existe presque pas dans Shaman King. Dans ce match, au moment où Yo se dit que pour battre Len, il faudrait qu'il fasse un oversoul plus gros lui aussi, Aminamoru pense qu'il va faire un oversoul plus gros et en fait il fait non. Non, parce que si je vais plus loin que ce que je suis capable de faire, je risque de faire n'importe quoi, et c'était le cas avec Faust. Et au final, s'il y a bien un truc que j'ai appris de mes expériences et de mon entraînement dans la grotte de Yomi, c'est que justement ça sert à rien de toujours pousser le bouchon trop loin. Et c'est d'une sagesse! Parce que oui, on incite toujours les gens à aller toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin. Ce qui fait que souvent ça mène juste à un épuisement général et permanent. Et là, du coup, le gars est d'une sagesse parce que justement il dit mais en fait ça sert à rien de toujours chercher à être plus exigeant. Parfois il faut aussi savoir faire avec ce qu'on a. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va faire avec ce qu'il a. Il va pas chercher à faire des putains d'oversoul hyper volumineux. Et il va justement pouvoir en profiter pour se faufiler dans les pattes de Bazone, justement, il va pouvoir en profiter pour être plus agile, et c'est ce qui va faire que justement, il va prendre l'avantage dans le combat. Ensuite, de toute façon, ce combat, on savait que c'est Yo qui allait gagner parce qu'en fait, on a beau teaser Ren depuis longtemps, dès le début du combat, quand tu vois June qui parle avec son père et quand tu vois ce qu'elle lui dit que Ren c'est un enfant qui est triste, qui a vu la mort très jeune, qui a vu trop la mort et qui ne sait que l'intérioriser, c'est-à-dire qu'il a jamais su extérioriser un peu son trauma et que du coup il vit que dans la haine, il vit pour la destruction, un peu à l'image de leur famille finalement, et que c'est pour ça que justement il va perdre parce qu'il tombe face à un adversaire qui est Yo, qui lui est très calme, il est chaleureux, il est plein de bonnes vibes, enfin Yo quoi tu vois, et que il ne pourra pas battre un gars pareil. Voilà, donc déjà quand elle dit ça à son père, toi, tu sais que ça pue. Bon, au final, ils font égalité, mais tu sens que Len, il est pas du tout à son top potentiel et que on commence un peu à introduire justement tout le passif de Len, son rapport avec sa famille, son rapport avec la haine, la violence, la manière dont il s'est construit. D'ailleurs, ce qui va clôturer la saison, c'est l'arc qui suit justement l'entre-deux avant la deuxième manche. C'est tout un passage autour de Hélène et autour de sa famille, et justement il va chercher à aller combattre ses démons. Je ne vous en dis pas plus, on verra ça dans les prochains épisodes qui vont arriver. Donc voilà, les OST encore une fois sont au top, le thème de Hélène est juste incroyable, les combats je les trouve jusque là quand même hyper dynamiques, alors ça va très très vite mais au moins les combats ça envoie, enfin c'est un plaisir à regarder, dans mes reviews j'ai même presque du mal à les décrire parce que c'est beau quoi, putain c'est beau, ça se regarde bien, ça se regarde vite, c'est pas chiant à mourir, y a pas tellement de talk no jutsu comme il y a dans Naruto ou dans One Piece, tu vois, au moins c'est bon, ça va vite. Donc là pour la review, j'ai regardé où est-ce qu'on en était, on est épisode 9, ça correspond au milieu du tome 4 de la nouvelle édition. Ça fait qu'on doit être entre le tome 7 et le tome 8, je dirais fin du tome 7. J'ai pas vérifié, mais normalement c'est... voilà, au niveau de la composition des nouveaux tomes, c'est à peu près ça. Donc, tu peux te dire que quand même 9 épisodes, 7 tomes. Hein.
Clairement, ils perdent pas leur temps. Et en vrai, je trouve ça hyper appréciable parce que ça me laisse vraiment penser qu'ils vont vraiment pouvoir tout couvrir dans les 52 épisodes qu'ils ont prévus pour l'animé. Alors ça va enchaîner, je pense, mais au moins on aura tout. Et il y a des scènes où je veux les voir parce que je les ai pas du coup pas vues dans le premier animé et je veux vraiment les voir et au moins je suis assez rassurée quant au fait que on devrait tout avoir, y compris la vraie fin. Et voilà, cette review elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Franchement, j'ai envie de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode parce que moi je l'ai trouvé assez dingue. Est-ce que comme moi vous avez été déçus de pas voir Ao Pitié? Dites-moi que vous aussi vous avez été déçus de pas avoir ce passage où normalement tu le vois. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez avoir des petites news comme ça sur les reviews qui sortent ou si vous voulez voir quand je fais des lives, ce genre de choses. En ce moment j'ai commencé à en refaire sur Instagram et sur TikTok. Laissez-moi vos avis dans les commentaires comme d'habitude. Et puis, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine review. Oh, c'est fini. Oh l'agonie. J'ai tout donné. J'ai tout donné.